L'instant philo. Ivresse et sobriété par Marie-Charlotte Tessier. En ce mois de janvier, je voulais vous proposer quelques méditations autour de la sobriété et de l'ivresse. Du latin sobrius, la sobriété s'oppose d'abord à l'ébriété, qui désigne l'état de celui qui a bu trop d'alcool, qui littéralement a abusé du breuvage, qui en est rassasié, bourré. Par extension, la sobriété s'applique à d'autres domaines que la boisson pour désigner le refus de l'excès, la modération, l'équilibre. En esthétique, la sobriété est l'autre nom du classicisme, une valeur sûre, à l'abri des extravagances des modes passagères. On louera par exemple la sobriété d'un discours ou d'une architecture qui privilégie la clarté des lignes et la simplicité de la composition aux ornements superflus, effets de style et autres manières. Un discours sobre se tient à bonne distance de son sujet et de son destinataire. Il ne cherche ni à faire la démonstration de son érudition, ni à être exhaustif. Il s'en tient à ce qui peut être entendu en suivant son fil avec intelligence, sans s'égarer en route en digressions inutiles. À l'inverse, un discours auquel on reproche d'être amphigorique rappelle celui d'un homme pris de boisson, confus, embrouillé, obscur, alambiqué. Dans un autre contexte, celui de l'économie et de l'écologie, la sobriété désigne un style de vie ou une ligne de conduite. Elle est pour certains la voie à suivre pour assurer la santé de nos sociétés si l'on veut s'éviter une abstinence brutale, forcée et injuste. Le manuel Écologie, le vivant et le social dresse un état des lieux des travaux en sciences sociales qui ont pris acte des crises écologiques multiples. Barbara Nicoloso, de l'association Virage Énergie, parle d'état d'ébriété énergétique permanent pour décrire l'économie des sociétés occidentales depuis la fin du XIXe siècle. Elles ont besoin de leur dose journalière de pétrole, de gaz, de charbon, d'uranium, de sable, de lithium. Charge à nous de les désintoxiquer en interrogeant collectivement et non pas seulement individuellement les besoins humains que nous estimons nécessaires de satisfaire en tenant compte à la fois des limites des ressources et du vivant, mais aussi des inégalités sociales qui sont en jeu puisque le niveau de consommation de ressources naturelles d'un individu est généralement corrélé à son niveau de revenus. Liberté, égalité, sobriété. La sobriété n'implique pas de renoncer à la prospérité, mais de réviser nos indicateurs de richesse et de rééquilibrer l'accès aux ressources en réduisant les consommations excessives de quelques-uns au profit d'une répartition plus juste entre tous. Il faut que je réfléchisse à si je me lave les cheveux parce qu'il pleut. Que je choisisse si je mets mes bottes taille 37 ou 38 car elles sont trop petites. Est-ce que je devrais manger mon litchi maintenant ou me brosser les dents? Il faut que je lui demande si on se voit mercredi ou jeudi, car en fonction je pourrais savoir si je vais à la poste le matin ou l'après-midi. J'ai plein de trucs à faire. J'ai plein de trucs à faire. Envisageons maintenant la sobriété en son sens premier. À distinguer de l'abstinence, renoncement total à la consommation, la sobriété se garde des excès sans s'interdire de goûter à la boisson, avec modération, sans en abuser. L'étymologie est d'ailleurs sujette à discussion, le préfixe « se » pouvant être attaché au datif du pronom personnel « c'est », sibi, insistant davantage sur l'idée de maîtrise de soi plutôt que sur celle de privation. La sobriété opère alors comme catégorie d'un discours moral ou bien médical, à l'instar du régime, de la diététique ou du jeûne. Du point de vue moral, l'ébriété fait l'objet d'une condamnation quasi unanime. En France, l'ivresse est interdite sur la voie publique. Cet état d'excitation plus ou moins euphorique s'accompagne de troubles de plusieurs fonctions, principalement la vue, l'équilibre, l'élocution et la mémoire. Dans l'imaginaire commun, l'ivresse s'incarne dans une silhouette titubante, au bord du déséquilibre, le doigt en l'air, adressant à qui saura les entendre des propos décousus. Certains ont le vin mauvais et peuvent se montrer agressifs.
Sans cela, cette perte de contrôle entraîne bien souvent une mise en danger dont l'issue peut malheureusement être funeste. Spectaculaires, les effets de l'alcool sur les corps en font un excellent sujet pour la peinture. Au XVIIe siècle, dans une veine moraliste, le flamand Jacob Jordaens les dépeint avec force détail dans la série Le Roi boit. Exclamation qui, lors de la fête de l'Épiphanie, consacrait le roi des haricots qui était tombé sur la fève. Dans la version conservée à Vienne, toute une galerie de personnages aux trognes déformés par la boisson s'agite bruyamment. Leurs yeux se ferment comme sous la pression de l'ouverture des gosiers. Au premier plan, un chien convoite le verre dont s'est saisie une jeune enfant. Derrière elle, un des convives vide son estomac et menace de gâter le panier de provisions. Au centre de ce spectacle de débauche, de ces corps organisés autour d'orifices béants, suintants et éructants, une jeune femme, dans une tenue claire et immaculée, se tient assise dans une sobriété aussi miraculeuse que dissonante. Au milieu de cette troupe d'excentriques, elle est étonnamment concentrée, esquissant un très léger sourire. La morale de cette scène revient-elle à faire de la naïveté la vertu de la femme ? On peut en douter tant la rigidité de sa pose manque de naturel, comme si la sobriété avait quelque chose d'inadéquat et d'intenable. Je voudrais m'arrêter sur cette idée de sobriété incorrecte ou inadéquate que Gregory Bateson prit pour point de départ d'une théorie de l'alcoolisme. Penseur au parcours éclectique, il est principalement connu pour le concept de double contrainte employé notamment dans les thérapies familiales. Ce concept a été élaboré dans les années 1950 dans le cadre d'un travail sur la schizophrénie au sein du Veterans Administration Hospital de Palo Alto. Dans un article de 1968 intitulé « La cybernétique du soi, une théorie de l'alcoolisme », Bateson se penche sur le succès de la cure inventée par l'association Alcooliques Anonymes, qui aurait apporté à ses patients l'aide que lui-même, de son aveu, n'avait su leur offrir. Cette association avait été créée 30 ans auparavant par deux amis qui désespéraient de se maintenir dans la voie de la sobriété et ouvrir la voie à d'autres en s'inspirant de la démarche évangélique du relèvement spirituel, faisant de l'entraide et de la fraternité un des ressorts essentiels de la cure. Dans son article, Bateson rapporte les 2 premières étapes de cette conversion spirituelle. Premièrement, nous reconnaissons que nous sommes sans défense devant l'alcool et que nous ne pouvons plus gouverner nos vies. Deuxièmement, nous croyons que seul un pouvoir plus grand que le nôtre peut nous rendre la santé. Au-delà de son intérêt clinique, c'est l'épistémologie sous-jacente de cette cure qui intéresse l'anthropologue et psychologue. Il y reconnaît les prémices de l'approche systémique qu'il est en train de bâtir. Selon cette théorie de l'esprit, les comportements des individus ne sont pas compréhensibles en eux-mêmes, mais seulement comme partie de systèmes d'interaction plus vastes au sein desquels il faut les replacer. Prenons le temps d'exposer un exemple simple pour nous en faire une idée plus claire. Un énoncé tel que « je coupe un arbre » est, selon cette approche systémique, un énoncé inadéquat. Quiconque a déjà manié la hache ou la scie sait que le geste du bûcheron tient sa fluidité d'un ajustement permanent à la résistance du tronc, à l'entaille qui s'ouvre sous l'effet de l'outil et au rééquilibrage que la progressive chute de l'arbre appelle. Dans le dit énoncé, le sujet « je » masque un système d'interaction cerveau, bras, cogné, bras, cerveau. On peut même
élargir le système et dire que chaque cognée est dépositaire de toutes celles qui l'ont précédé et qui font l'expérience et le métier de bûcheron, qui sait calibrer son geste. Quittons la forêt et revenons maintenant à la question de la sobriété. L'approche systémique, on vient de le voir, entend réviser la conception traditionnelle du sujet comme individu doué d'une volonté autonome et maître de soi. Or, la cure des alcooliques anonymes se distinguait à l'époque par sa rupture avec les discours qui en appellent à la force de la volonté pour résister à la tentation. La première étape, que l'on peut qualifier de négative, consiste à dénoncer l'illusion de maîtrise de soi et à se savoir sans défense devant l'alcool. Bateson entend expliquer pourquoi la mythologie de la lutte contre la bouteille et sa logique d'autocontrôle est condamnée à l'échec. Elle ne peut que renforcer la conduite addictive puisque celle-ci serait une tentative pour corriger une sobriété inadéquate. On peut résumer sa thèse à 2 idées principales. La première n'est que l'application de l'approche systémique au cas de l'alcoolisme. L'alcoolique n'est pas le malade à traiter, ou encore celui qui aurait un problème avec l'alcool, comme si son problème n'était que le sien. L'alcoolisme doit être compris comme une réponse à un contexte pathogène qui induit un comportement addictif, en l'occurrence un contexte culturel plus ou moins hérité du dualisme cartésien qui tient la matière et l'esprit pour 2 substances distinctes dissociant l'âme du corps. À l'âme qui pense et qui veut le pouvoir d'initiative et l'action, au corps le jeu de la mécanique et la passivité. Nous arrivons alors à la 2e affirmation. L'alcoolique, à sa manière, est un philosophe. Personnalité plus sensible à la dimension systémique de l'existence, il souffrirait de ne pas se sentir maître de soi, comme on l'attend de lui, et corrigerait cette expérience dissonante de la sobriété en s'enivrant. L'ivresse lui offrirait la possibilité d'expérimenter ce que sa culture ne lui permet pas d'exprimer, à savoir la communion avec autrui et l'appartenance à une sphère qui ne correspond en rien aux limites d'une individualité atomisée. Celui qui touche le fond se découvre impuissant, sans défense, à l'image du conducteur d'un véhicule qui freinerait subitement et prendrait brutalement conscience de l'inertie du système dont il n'est finalement qu'un élément, là où il se croyait capitaine. Telle serait donc la clairvoyance ou l'acuité de l'alcoolique. Excédent, dès que c'est bon, j'augmente la dose jusqu'à m'accidenter. En acceptant l'exception, j'ouvre la porte à tous les toc toc toc. Ce regard me paraît familier, me rappelle une ancienne amitié. Ces regrets fermentés par milliers, tu m'as déplu, je ne te vois plus. Et tout va bien depuis que je ne te vois plus. Cette analyse critique doit évidemment être replacée dans le contexte de son époque. Heureusement, nos institutions de soins ont aujourd'hui d'autres réponses à apporter que la culpabilisation dénoncée par Bateson. Même s'il lui attribue le beau rôle en faisant un philosophe, Bateson tend à faire de l'alcoolique un type de personnalité, là où l'on peut, plus sobrement, si je puis dire, se contenter de soigner une maladie. Le ton de son article est à la provocation, et il ne s'agit évidemment pas de refuser à celui qui souffre d'alcoolisme les soins dont il a besoin. Reste que l'approche systémique nous invite à prendre du recul et à saisir nos pratiques autrement que comme l'effet de choix individuel. Ce qui reste l'angle d'attaque privilégié lorsque l'on s'interroge sur ses consommations. Comme le faisait remarquer Delphine Saltel dans son excellent podcast « Vivons heureux avant la fin du monde », sans toucher le fond ou se sentir malade et donc légitime dans la demande de soins,
on peut errer dans une zone grise où l'alcoolisation, même si elle n'est pas envahissante, n'en reste pas moins omniprésente. Elle accompagne les rituels de la camaraderie, de la vie de famille et même de la vie professionnelle. Le premier épisode « Alcool, nous avons un problème » invité avec humour et perspicacité à un déplacement du je au nous, de l'individu à la relation. Notre sens de la cordialité serait-il profondément marqué par le partage du vin ? Plutôt que de chercher la voie d'une sobriété heureuse, peut-être s'agit-il de chercher celle d'une sociabilité sobre ? L'ivresse, en effet, n'agit pas simplement comme un anesthésiant aidant à supporter les misères de l'existence. Elle est un lâcher-prise qui ouvre sur une expérience de la communication renouvelée où, au lieu de chercher à faire, on accepte plus aisément de se laisser agir par notre environnement. Cela n'est pas sans risque si l'entourage manque de bienveillance, mais cela n'est pas sans sagesse. Il y a dans cette expérience peut-être quelque chose du non-agir taoïste. Toute réserve gardée, en rappelant que l'ébriété n'est pas nécessairement l'ivresse, j'aimerais terminer cette émission en partageant une méditation du philosophe chinois Chuang Tzu sur la sagesse de l'homme ivre. Quand un homme ivre tombe d'un char, il n'en meurt pas, même quand le char roule vite. Il a les mêmes os et les mêmes articulations que les autres gens, mais il ne se blesse pas parce que sa force agissante est entière. Il ne savait plus qu'il voyageait en char. Il ne s'est pas rendu compte qu'il tombait. Ni mort, ni vie, ni surprise, ni peur ne pénètrent en lui, de sorte qu'il peut heurter n'importe quoi sans éprouver de frayeur. La chute, ici, est éclairée sous un nouveau jour. La description renvoie à une expérience assez commune qui n'est pas réservée à la seule ivresse, celle d'une chute spectaculaire et pourtant indolore. La pratique des sports de glisse, de la danse ou des arts martiaux fait appel à cette sagesse où le corps va au sol comme on rentre à la maison, sans regarder, les yeux fermés pour ainsi dire. Celui qui anticipe la chute et appréhende le contact avec le sol aura tendance à se crisper et à se blesser, alors que celui qui ne s'en soucie guère, qui s'émancipe du contrôle de la conscience, que ce soit par le vin ou par une autre voie, a plus de chances de s'en sortir indemne. L'homme redressé, qui s'arrache à la gravité pour lancer son regard et son désir vers un horizon à conquérir, a oublié cette sagesse. Poursuivant son destin individuel, il s'est coupé de ce qu'il est véritablement, en tant qu'il participe au mouvement de toute chose. Au contraire, l'inconscience de l'ivresse permettrait à l'être entier d'agir. Alors, la sagesse est-elle du côté de la sobriété ou de l'ivresse ? Nul doute que la sobriété puisse être joyeuse. Cependant, si elle est portée par le souci de contrôle de soi et de son image en société, elle est aussi trompeuse que peut l'être l'ivresse qui altère le jugement. Et Maître Chuang d'ajouter : Si l'on peut se rendre entier de la sorte par le vin, combien plus peut-on se rendre entier par le ciel ? Parce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous.